Depuis l'avènement du film Matrix, beaucoup proposent des voies pour sortir de la matrice, se libérer de la matrice. Ce concept est moderne, mais la réalité vers laquelle il pointe est vieille comme le monde. Elle remonte à l'aube de l'humanité. La matrice dont il est question ici est une matrice intérieure. Depuis toujours, l'être humain cherche à se connaître. Mais entre ce que nous croyons être et ce que nous sommes vraiment, il existe un fossé parfois infranchissable. L'énéagramme n'est pas seulement une typologie de caractère, c'est une carte vivante, un chemin qui peut nous conduire de la personnalité à l'être. C'est le pont qui peut combler le fossé vers notre véritable nature, vers la connaissance de nous-mêmes. Dans cette conférence, nous allons explorer l'énéagramme non pas comme un outil de classification, une typologie des personnalités, mais comme une voie de transformation intérieure. Chaque point de cette figure ancienne révèle à la fois un piège qui nous enferme et une clé qui peut nous libérer. Nous verrons ensemble ce qu'est l'énéagramme, ce qu'est véritablement l'énéagramme, comment il décrit notre fonctionnement mécanique qui est basé sur un mode de survie, un besoin absolu de survivre. C'est ce qui rend ces mécanismes extrêmement puissants. C'est ce qui fait que nous avons beaucoup de mal à nous libérer de nos schémas, de nos mécanismes, de nos croyances, de nos habitudes, de nos émotions désagréables. Et puis nous verrons comment ce chemin, traversant nos ombres et nos illusions, peut nous mener à notre véritable nature. Je vous invite donc à entrer dans ce voyage intérieur, à laisser résonner ces symboles en vous et peut-être découvrir que derrière chaque masque de notre personnalité, une lumière plus vaste nous attend. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dont voici déjà le plan. Un plan en 7 parties avec pour commencer une introduction pour rendre à César ce qui est à César, de qui nous vient cette extraordinaire figure qui explique tout et qui explique essentiellement en ce qui nous concerne le fonctionnement du psychisme de l'être humain et de ses possibilités supérieures, de son évolution intérieure. Puis cette partie où j'aborderai premièrement les 3 dimensions de l'énéagramme, deuxièmement les lois les plus importantes de la création, l'unité, le ternaire et le septénaire. Troisièmement, une notion extrêmement importante, fondamentale, les 2 natures que nous portons, que l'on appelle dans cette tradition essence et personnalité. Ensuite, 4e partie, comment la loi de 3 se manifeste en nous par cette triade corps, âme, esprit, mais plus spécifiquement par cette notion des 3 centres, qu'on appelle inférieurs, mais qui sont extrêmement importants, ceux sur lesquels nous pouvons travailler. 5e, la loi de 7, le septénaire, se manifeste en nous à travers les 7 centres, dont les 3 centres dits inférieurs font partie, et les 7 niveaux d'évolution. Et ça, c'est très important. Il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs niveaux d'évolution. Et si l'énéagramme au sens ordinaire, tel qu'il est connu, définit 9 types de fixation de l'ego, du moi, qui définit le fonctionnement de la personnalité, en réalité, le plus important, ce n'est pas l'énéatype auquel nous appartenons, c'est le niveau d'évolution qui est le nôtre. Et donc, pour évoluer, autrement dit pour sortir de la matrice, comment faire grâce à cette clé que représente l'énéagramme? 6e point. 7e point, le dragon et les peurs originelles, et puis la conclusion qui est la suite logique et une ouverture vers un aspect peut-être plus alchimique. Avant de commencer, je vous invite à aller voir la section membres réservée aux membres de la chaîne, puisque j'approfondis
et je donne une initiation complète à l'énéagramme dans ces 3 dimensions dans la section membres à partir du niveau membre intermédiaire 2. Là, vous avez accès à toute l'initiation complète à l'énéagramme, mais dans les niveaux inférieurs, vous avez accès à des vidéos plus pratiques, à des vidéos qui vont beaucoup plus loin que celles que je donne publiquement, et notamment sur ce thème aujourd'hui, les clés opératives et la conclusion sera approfondie dans la section réservée aux membres à partir d'accès privilégié. Vous pouvez aussi commander mes 2 livres qui approfondissent en 2 tomes, ou la formation que j'ai appelée Les secrets de l'énéagramme, qui est un autre angle d'approche de l'énéagramme. Tout ça est dans la description, je ne vais pas m'attarder dessus. Très bientôt, une formation en PDF, comment accompagner ses enfants vers l'épanouissement grâce à l'énéagramme. Ceci étant dit, nous pouvons commencer par l'introduction. Cette figure de l'énéagramme, même si elle transparaît à travers de très nombreuses traditions, n'a été connue publiquement, pour le grand public en tout cas, et même publiée, qu'à partir de l'arrivée d'un personnage, d'un maître, qui s'appelait Georges Ivanovitch Gurdjieff. Monsieur Gurdjieff est né aux environs de 1866, c'est la date la plus probable, elle est incertaine, à Alexandropol, en actuelle Arménie, alors sous l'Empire russe, dans une région qui était disputée très souvent à la Turquie. Donc beaucoup de guerres, mais beaucoup d'influences différentes dans ce carrefour de plusieurs civilisations. Son père était d'origine grecque, sa mère arménienne. Son enfance fut nourrie de traditions orales, de récits épiques et de chants anciens. Son père était une sorte de barde. Très tôt, il est marqué par un questionnement profond sur le sens de la vie et sur la condition humaine. Ce qui l'amène, à travers une quête spirituelle, à entreprendre de nombreux voyages. Alors qu'il est jeune adulte, Georges Ivanovitch Gurdjieff entreprend de longs voyages en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Orient. Il cherche les sources des traditions spirituelles les plus anciennes, persuadé qu'il existe quelque part une unité perdue de la connaissance, aujourd'hui fragmentaire, et il rencontre ce qu'il appellera plus tard des hommes remarquables, des maîtres, des soufis, des derviches, des moines, des sages. Ces expériences nourriront la base de son enseignement futur. Il dit avoir découvert un temple secret au cœur de l'Afghanistan, au Kafiristan, une confrérie qu'il appelle les Sarmung, dans laquelle il a reçu l'enseignement de la 4e voie. Au début du XXe siècle, M. Gurdjieff s'installe en Russie, puis en Europe. Il enseigne ce qu'il appelle la 4e voie, un chemin spirituel distinct des voies traditionnelles du yogi, du moine et du fakir. Cette 4e voie est une synthèse et même probablement l'origine des 3 grandes voies qui s'adressent aux 3 aspects de l'être humain. Chaque voie ancienne s'adresse à l'un des aspects de l'être humain, la 4e voie s'adresse aux 3 aspects qu'elle réunifie. La 4e voie cherche l'éveil de la conscience, non pas à l'écart du monde, mais au cœur de la vie quotidienne, répondant ainsi à l'injonction chrétienne d'être dans le monde sans être du monde, à travers un travail sur le corps, sur les émotions et sur l'intellect. Il développe des pratiques originales comme les mouvements et danses sacrées, des exercices de danse, de rythme, de coordination et la méthode qu'il nomme le rappel de soi. M. Gurdjieff laisse une œuvre écrite dense et symbolique, récit de Belzébuth à son petit-fils, une vaste cosmologie sous forme d'allégorie, rencontre avec des hommes remarquables, le récit de ses voyages et de ses recherches, et la vie n'est réelle que lorsque je suis, constitué de notes et de réflexions spirituelles. En 1922, il fonde en France, à Fontainebleau, plus précisément à Avon, l'Institut pour le développement harmonique de l'homme. Il y enseigne à des élèves venus des 4 coins du monde
un enseignement mêlant travail corporel, musique, danse et études intérieures. M. Gurdjieff meurt à Paris en 1949. Son enseignement a profondément marqué le XXe siècle et continue d'inspirer chercheurs spirituels, philosophes et psychologues. Parmi ses élèves et continuateurs les plus connus, Piotr Demanovitch Ouspensky, John Godolphin Bennett, Madame Jeanne de Salzmann et Rodney Collin. Voici donc ce qu'on appelle énéagramme, une figure à 9 points, telle qu'elle nous a été transmise par Georges Ivanovitch Gurdjieff. Voici cette figure dessinée avec les 9 points, et j'ai mis le 0 au centre. Donc il faut bien comprendre qu'avant l'arrivée de Georges Ivanovitch Gurdjieff, l'énéagramme n'est pas connu en tant que tel. Tout au plus, dans un manuscrit d'un prêtre jésuite, d'un moine jésuite, Athanasius Kircher, on peut trouver ce qu'on appelle un proto-énéagramme, qui ressemble à l'énéagramme, mais de loin. Ça n'est pas l'énéagramme. Dans certaines traditions, comme la tradition soufie ou la tradition orthodoxe, notamment ce qu'on appelle l'hésychasme, la recherche de l'hésychia, la tranquillité intérieure, on retrouve des éléments très concrets de l'énéagramme sans que ces voix soient complètes par rapport à l'énéagramme et sans qu'elles ne le nomment jamais. Or, l'énéagramme est une figure extrêmement importante, extrêmement complète, vivante, dynamique, qui permet de comprendre le fonctionnement du psychisme humain et nos possibilités d'évolution réelle. Donc, nous en venons à la première partie, les 3 dimensions de l'énéagramme. M. Gurdjieff, dans ses voyages, a visité un grand nombre d'écoles initiatiques, les écoles qui transmettent la connaissance qui a pour but la transformation de l'être humain. Donc on est très loin du développement personnel dans lequel on s'adresse à la personnalité de l'être humain. Les écoles initiatiques ont pour but de nous aider à cheminer à travers les méandres de notre psychisme vers notre véritable nature, notre être le plus profond. Ces écoles transmettent un enseignement et ces écoles, d'après M. Gurdjieff, sont constituées de 3 parties. Une cour extérieure, là où les aspirants peuvent entrer. Donc déjà, nous ne sommes plus dans le monde profane, dans le monde extérieur. Nous sommes déjà entrés dans la première cour du monde sacré. Mais la cour extérieure. Pour les personnes qui montrent certaines qualités, une certaine évolution, on peut ensuite avoir accès à une cour intermédiaire qui est réservée à une petite partie des fidèles de la cour extérieure, qui continue le travail vers des aspects de plus en plus profonds et, si cela leur est possible, ils peuvent accéder à la cour intérieure, là où est dispensé l'enseignement le plus profond. Nous pouvons directement faire le lien avec les 3 niveaux d'un enseignement ésotérique, initiatique, puisque la cour extérieure représente ce qu'on appelle l'aspect ésotérique d'un enseignement, l'enseignement exotérique, pardon. Donc, puisque la cour extérieure représente l'aspect exotérique d'un enseignement, donc l'enseignement exotérique, extérieur, le plus extérieur, la cour intermédiaire représente l'enseignement mésotérique, intermédiaire, la cour intérieure, l'enseignement ésotérique, ésotérique vers l'intérieur, vers ce qui est intime en nous-mêmes. L'énéagramme n'échappe pas à cette règle, puisque nous pouvons observer 3 dimensions dans la figure de l'énéagramme. La cour extérieure, c'est pour moi ce qu'on appelle l'énéagramme des 9 types, qui a dérivé de plus en plus vers un aspect psychologique, mais qui, à son origine, avait d'autres fonctions. C'est ce qu'on appelle l'énéagramme des 9 types, ou 9 énéatypes, qui décrit non pas 9 personnalités, mais 9 types de fixation qui déterminent le fonctionnement de notre personnalité, qui est très mouvante et qui ne peut pas être définie de manière rigide. Or,
L'énéatype décrit notre compulsion première, notre passion de l'âme privilégiée et notre fixation mentale. En cela, elle détermine la manière et la motivation profonde, surtout, à partir de laquelle nous fonctionnons dans le monde. La structure, la colonne vertébrale de notre psychisme. La cour intermédiaire, c'est ce qu'on appelle l'approche diamant, qui a été mise au point par M. Almas à partir de l'énéagramme des 9 types, mais avec une connaissance apparemment assez intéressante de la 4e voie, qui, elle, représente la cour intérieure, l'aspect ésotérique de l'énéagramme, celui qui conduit directement et véritablement à notre visage originel. L'énéagramme des 9 types s'occupe de l'aspect extérieur, de notre fonctionnement, de la personnalité, alors que la 4e voie ne s'intéresse qu'à ce développement intérieur qui conduit à l'éveil et à l'épanouissement de notre propre essence, qui transfigure notre personnalité, mais qui ne s'attarde pas à modifier ou à comprendre le fonctionnement de la personnalité pour lui-même. Le développement personnel est en quelque sorte une suradaptation à la société, là où le développement intérieur, le travail intérieur, est une remise en question profonde de nos fonctionnements, de notre identité ordinaire, pour peut-être trouver ou retrouver notre identité réelle. C'est ce que nous allons approfondir dans cette conférence. Voilà pour la première partie, les 3 dimensions de l'énéagramme. Nous allons parler, c'est important de placer le contexte. Pourquoi l'énéagramme est-il aussi intéressant? Il y a un auteur de blog qui a dit, en parlant de l'énéagramme, mais à quoi sert tout le reste? Puisque tout est contenu dans l'énéagramme, même ce qui a l'air d'être extérieur à l'énéagramme peut être expliqué à travers l'énéagramme et son fonctionnement, et notamment à travers les lois transcrites par l'énéagramme. Les lois les plus importantes de la création, ça ne sont pas les seules, évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais là on va s'attarder sur les lois les plus importantes, l'unité, le ternaire et le septénaire. La loi du 1, la loi de 3 et la loi de 7. Voici à nouveau la figure de l'énéagramme, 9 points, Énéa 9. Donc, cette figure représente en elle-même 3 figures. La première, c'est le cercle. Le cercle, c'est la base de tout. C'est la base de toutes les initiations. C'est la base de toutes les initiations. C'est la base de toutes les traditions. C'est l'unité consubstantielle de toute la création et de la création avec son créateur. Tout est un, tout émerge et apparaît au sein de l'unité et retourne à l'unité. C'est l'absolu, c'est le néant. C'est le tout, c'est le rien. C'est l'alpha et c'est l'oméga. Donc, tout chemin initiatique a pour but de nous conduire de la multiplicité à l'unité. On dirait aujourd'hui de la dualité à la non-dualité. Mais ce retour à l'unité peut prendre 2 voies très différentes, la voie de la transcendance et la voie de la transformation. La voie de la transcendance consiste en quelque sorte à nier la dualité et à revenir à l'unité originelle. La voie de la transformation, ou les voies de la transformation, puisqu'il y en a plusieurs, il y en a même un grand nombre, ont pour but de revenir à l'unité, mais en intégrant la dualité. C'est le symbole de la trinité, de la triunité, c'est-à-dire l'intégration des 2 aspects opposés de la réalité qui est la nôtre dans le monde ordinaire, et la réconciliation de ces 2 opposés, donc non pas l'unité par négation de la dualité, mais la non-dualité. La dualité intégrée qui permet, par le jeu de la 3e force, la pointe du triangle, de revenir à l'unité par la Trinité. Et la 2e figure inscrite dans l'énéagramme, c'est d'ailleurs la toute première figure qui est inscriptible dans un cercle en géométrie, c'est le triangle.
le triangle des points 9, 3, 6. Ce triangle qui nous a conduit de l'unité à la dualité peut aussi nous faire revenir à l'unité par intégration de ces deux aspects de la dualité, le plus et le moins, l'ombre et la lumière. Que représente le triangle interne, la figure de l'énéagramme? C'est ce qu'on appelle la loi de 3, c'est-à-dire la compréhension, la perception que tout phénomène, toute création de phénomène dans l'univers, quel qu'il soit, est forcément soumis à cette loi qui consiste ou qui matérialise la rencontre entre une force et une force opposée, la force active, le plus, et la force passive, le moins, pour créer soit ces deux forces n'arrivent pas à se concilier, elles se neutralisent, donc on crée une force de neutralisation, je pousse d'un côté, je pousse de l'autre, et les deux forces se neutralisent, il n'y a rien, neutralisation. Ou ces deux forces parviennent à se marier et à créer ce qu'on appelle la force de conciliation. L'univers est le résultat de la rencontre entre une force active et une force passive, par le jeu de la force de conciliation. Donc cette loi implique que toute création doit passer par la rencontre entre une force active et une force passive qui s'opposent mais qui peuvent devenir complémentaires et alors créer une troisième force ou force de conciliation, à moins de ne pas trouver ce mariage et de se neutraliser mutuellement. Donc, le plus important, c'est la compréhension de cette force de conciliation. Monsieur Gurdjieff parlait de la sainte affirmation, de la sainte négation et de la sainte réconciliation ou sainte conciliation. D'ailleurs, petite digression, il est intéressant de voir que cette force de conciliation sur le triangle, au point 9, c'est justement l'énéatype qu'on appelle le médiateur, celui qui concilie des points de vue opposés. Ça n'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard non plus si le point 3, c'est le battant, celui qui est actif, très actif, voire hyperactif, c'est la force d'affirmation, alors que le point 6, c'est le point de celui qui a peur du monde extérieur, qui doute, qui se replie dans son esprit pour anticiper. Force passive. Donc déjà, on voit que l'énéagramme n'est pas le fruit du hasard et que cette construction des 9 types n'est pas le fruit du hasard ou d'une invention d'un esprit qui est en quête de reconnaissance. C'est une application extrêmement concrète, précise de ces lois. Lois que l'on peut voir à l'œuvre dans le fonctionnement de la nature autour de nous. Par exemple, dans le simple fait de concevoir des enfants. Pour concevoir un enfant, il est nécessaire d'avoir une force active, représentée par le père, qui transmet la semence, une force passive. La force passive est aussi la force de réception, la réceptivité, le réceptacle, donc la mère, qui est le réceptacle de la semence du père, mais qui n'est pas entièrement passive, puisque là où il y a une force active, il y a toujours une force passive, et inversement. La mère est la force passive dans ce sens qu'elle reçoit l'enfant, mais ensuite, elle se transforme en force active, c'est elle qui fait grandir l'enfant. Donc ça n'est pas rigide. Il faut bien comprendre que l'énéagramme est très dynamique et très vivant, et tout dépend du mouvement et du référentiel. Rien n'est actif par absolu dans l'absolu et passif dans l'absolu. Tout est vivant et en mouvement, et une force peut être tour à tour active, tour à tour passive. Par exemple, la rencontre entre le père et la mère, si elle est fructueuse, permet l'apparition d'un enfant, qui est la force de conciliation, qui est à la fois une partie du père, patrimoine génétique du père, et la moitié du patrimoine génétique de la mère, mais qui est tout à fait unique, puisque si 5 enfants sont issus de cette rencontre, on n'aura pas des clones. Ça sera à chaque fois un enfant différent, avec un caractère très différent. Ça ne sera pas la même moitié du patrimoine génétique qui sera manifesté dans chacun des enfants. Donc il est unique, il n'est ni le père ni la mère, il est la conjonction des deux, mais il est une troisième force
autonome, indépendante, qui lui-même jouera plus tard le rôle du père ou de la mère, de la force active ou de la force passive. Ce qui est important aussi, c'est que la conjonction de ces trois forces, force active, force passive, force de conciliation, produit une nouvelle unité, la famille, par exemple, dans ce cas. Donc, du triangle du 3, on retourne à l'unité, mais à un niveau supérieur. Du couple, on passe à la famille, ou d'un individu isolé, on passe par le jeu de la procréation à la famille. Famille qui est un nouvel élément qui va entrer en relation avec d'autres éléments, des familles, des individus, la société, toujours par ce jeu de la loi de 3, tantôt actif, tantôt passif. Si vous comprenez ce jeu dynamique, vous avez déjà une bonne base pour approfondir l'énéagramme. Autre application visible de l'énéagramme, j'ai été pompier et lorsque nous sommes pompiers, une des formations importantes, c'est la compréhension du feu, notamment le fonctionnement du feu. On parle du triangle du feu. Voici comment on peut représenter ce triangle du feu. Et on va voir comment on peut l'expliquer au regard de la loi de 3. Puisque pour faire un feu, il faut obligatoirement amener la rencontre entre deux forces opposées, l'énergie d'activation, force active, et le combustible, force passive. L'énergie d'activation, qu'est-ce que c'est? C'est une très forte chaleur, une étincelle, quelque chose qui vient allumer le feu. Mais s'il n'y a pas de combustible, l'étincelle disparaît aussitôt. Rien. Le combustible, c'est le support du feu, c'est ce qui peut brûler, c'est le réceptacle. Un morceau de bois, un morceau de papier, du carton, etc. Mais la rencontre de ces deux forces ne peut produire un feu qu'à condition qu'une troisième force soit présente, ce qu'on appelle le comburant. Le comburant, sur notre planète, c'est ce qu'on appelle l'air. S'il n'y a pas d'air, d'oxygène, il ne peut pas y avoir de feu. Étouffer un feu, la flamme d'une bougie, mettez un couvercle de verre dessus et vous allez voir qu'elle va très vite s'éteindre. C'est donc bien ce qu'on appelle le comburant, l'air, le triangle du feu, comburant, combustible, énergie d'activation. Force active, énergie d'activation, force passive, combustible, force de conciliation, le comburant. L'absence de comburant produit la neutralisation du feu. Il n'y a pas de feu. Troisième exemple, j'ai assisté à une conférence dans laquelle on nous parle de l'agriculture et de la nécessité d'avoir des sols vivants. Aujourd'hui, nous avons des sols morts qui ne sont plus capables de produire et qui ont besoin d'être amendés, notamment de manière chimique. Les engrais. On me l'a présenté de cette manière. Pour obtenir un sol vivant, il faut 3 éléments. Il faut, premièrement, de l'humus, qui représente la nourriture, ce qui donne les nutriments aux végétaux qu'on va faire pousser. Mais il faut aussi de l'argile, puisque l'argile va retenir l'eau. Donc l'argile et l'humus doivent être présents parmi d'autres éléments pour constituer un sol vivant, mais sans cet élément intermédiaire, il ne peut pas y avoir de sol vivant puisque l'argile et l'humus ne peuvent pas se mélanger. Pour que l'argile et l'humus puissent se mélanger, il faut du calcaire. Donc voici sur le triangle de la loi de 3, pour constituer un élément qu'on appelle le sol vivant, qui peut donner des fruits, des légumes nutritifs, il faut ces 3 éléments, l'humus, la force active, celle qui nourrit, l'argile, la force passive, celle qui retient, notamment qui retient l'eau, sinon l'eau s'échappe et le végétal va manquer d'eau. Mais pour concilier ces 2 forces, il faut du calcaire. Sinon, c'est neutralisé, l'humus et l'argile coexistent mais ne se mélangent pas. Et aujourd'hui, l'humus a disparu quasiment de la surface de la Terre. C'est une grosse problématique et nous avons affaire à ce qu'on appelle des sols argilo-calcaires, des sols morts. Voilà l'un des exemples qui permet de comprendre en quoi la loi 3 est très importante. Là, c'est évident parce qu'on a compris comment fonctionne le sol, mais si on n'a pas ces éléments, ces gens qui vont chercher, on peut, grâce à cette loi de 3,
commencer à élaborer des pistes de réflexion et des solutions à un très grand nombre de problèmes que nous pouvons rencontrer dans la vie collective ou dans notre vie individuelle. Dernier exemple de cette loi de 3 qui est liée à la production de l'électricité. L'électricité est le fruit de la rencontre entre une intensité, un courant que j'apporte, une force active, une résistance. Donc par exemple, pour faire chauffer de l'eau dans une bouilloire, il faut une résistance, on l'appelle la résistance, et la loi de 3 parle aussi de la force passive ou de la force de résistance, qui reçoit le courant, qui résiste, et plus l'intensité et la résistance sont fortes, plus la puissance est élevée. C'est la formule P égale U par I. C'est ce qui permet de produire de l'électricité. Toujours cette notion de 3 forces, 2 forces qui se rencontrent, qui créent une troisième, qui permet l'avènement d'un nouveau terme, une nouvelle unité, qu'on appelle l'électricité. Donc, la loi de 3 a des applications très concrètes dans notre quotidien, dans le monde que nous pouvons observer, mais aussi en nous-mêmes. Et nous verrons pourquoi et comment dans la 4e partie de cette conférence. Parce qu'avant d'aborder ces 3 aspects de l'être humain, la loi de 3, elle est ternaire, donc ce qu'elle crée est par nature ternaire. L'enfant est la rencontre entre le patrimoine, une partie, la moitié du patrimoine génétique de son père, la moitié du patrimoine génétique de sa mère, ce qui forme un patrimoine génétique tout à fait unique, puisque chaque enfant va prendre des parties différentes, et donc ça nous donne 3 aspects. L'enfant, il a une partie de son père, une partie de sa mère, mais une unicité qui lui correspond. Il est ternaire quelque part. On dit même qu'il est androgyne quand il est enfant. Il n'est pas encore, même s'il est déjà sexué sur le plan physique, dans ses organes, il n'est pas encore sexué sur le plan de son fonctionnement, donc il est androgyne, mi-homme, mi-femme. Et il va progressivement devenir de plus en plus sexué, notamment à la puberté. Parce qu'il y a un point extrêmement important, si on veut comprendre l'énéagramme, si on veut comprendre ce qu'est le cheminement initiatique, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente pour nous, c'est le fondement de toutes les initiations et même de toutes les religions. Et c'est la 3e partie de cette conférence, les 2 natures que nous portons en nous, l'essence et la personnalité. Et là aussi, nous verrons que cette compréhension de ces 2 natures en nous, l'essence et la personnalité, nous permet par l'utilisation et l'application en nous-mêmes de la loi de 3 de comprendre ce qu'est la conscience sur le plan individuel. Qu'est-ce que signifie d'accéder à la conscience grâce à la rencontre entre ces 2 aspects de nous-mêmes, l'essence et la personnalité, la nature divine et la nature humaine, ou la nature angélique, comme dit Madame de Salzmann, et la nature animale. Parce qu'en fait, nous n'avons connaissance, en règle générale, dans la quasi-totalité des êtres humains, nous n'avons connaissance que de notre personnalité. C'est ce que nous croyons être, c'est ce avec quoi nous fonctionnons tout au long de la journée, tout au long de notre vie. Et nous ne remettons jamais ce postulat en question. Ce n'est pas conceptuel. Nous sommes complètement immergés, identifiés à notre personnalité, comme s'il n'y avait rien d'autre. On peut très bien parler d'âme, d'essence ou d'esprit sans réaliser de quoi nous parlons, sans réaliser que nous sommes identifiés à une personnalité qui est une construction mentale et que nous avons la possibilité de contacter un autre aspect, une autre dimension de nous-mêmes. Personnalité, ça vient du latin persona, qui veut dire masque. Ça vient du théâtre antique, dans lequel les acteurs des tragédies antiques, notamment des tragédies grecques, revêtaient des masques pour jouer leur rôle. Ce masque représentait l'interface entre le public et eux-mêmes. Ce masque, cette personnalité, qui est en fait une succession de différents masques, mais avec un trait principal,
décrit par l'énéagramme, c'est l'interface entre le monde extérieur et notre visage originel, ce que nous sommes depuis notre naissance et peut-être avant. Naissance et essence, il y a une consonance qui est intéressante. Donc, nous revêtons un masque qui revêt plusieurs nuances, tout un tas de nuances. Notre personnalité est en fait multiple, elle est même fragmentée. Et nous revêtons ce masque pour interagir avec nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, nos instituteurs, nos professeurs et le monde extérieur en général. Le drame vient du fait que nous ne faisons pas que jouer un rôle, nous perdons totalement contact avec notre véritable identité et nous nous identifions complètement à une personnalité, qui est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un faux self, qui est une fausse identité. Ça n'est pas un problème que d'utiliser une fausse identité. Le problème, c'est d'avoir complètement oublié que cette identité était fausse et donc d'avoir complètement oublié quelle était ma véritable identité derrière ce masque mouvant. On peut représenter l'essence comme étant l'aspect le plus profond, le plus intérieur de nous-mêmes, le centre du cercle, et la personnalité comme étant notre conscience qui a perdu son centre et qui s'est identifiée et projetée à la périphérie de cette vastitude que nous sommes et qui s'est rigidifiée dans une forme de compulsion, de passion et de fixation mentale qui nous donne ce qu'on appelle notre énéatype qui représente le trait principal de notre personnalité qui est un ensemble de masques, de différents masques qui tournent autour de ce trait principal, mais qui sont changeants en fonction des circonstances. Je ne suis pas moi-même dans toutes les circonstances. Je suis un caméléon et je m'adapte sans même m'en rendre compte à la situation, à la personne que j'ai en face de moi, au groupe que j'ai en face de moi, sans même l'avoir décidé, de manière totalement mécanique et inconsciente. C'est le drame, c'est le grand problème. J'ai perdu contact avec ce que M. Gurdjieff appelle essence pour me prendre pour ce qu'il appelle la personnalité. Dans le christianisme, on parle du nouvel homme et du vieil homme. Le vieil homme qui doit mourir pour que le nouvel homme puisse naître. Dans le chamanisme ésotérique, d'après Louis Sansa, qui est issu de la 4e voie, nous avons perdu contact avec notre être pour nous prendre pour la créature, puisque la personnalité est une création totale, ex nihilo. Pas totalement, mais nous verrons peut-être pourquoi. C'est une construction, c'est une création. C'est pourquoi on peut l'appeler la créature. Les soufis, selon le vocabulaire d'Idriss Shah, parlent de l'ego réel et l'ego usurpateur. Dans ce sens, l'ego, c'est mon identité, le sens de mon identité. Ici, c'est un sens réel, c'est mon identité réelle. Ici, c'est l'ego usurpateur. Donc, beaucoup de thèses à la mode qui reprennent à la sauce New Age le Vedanta considèrent que nous n'avons aucune individualité et qu'en fait, c'est une croyance et c'est une illusion que cette individualité. Dans la tradition de l'énéagramme de la 4e voie, nous considérons que la personnalité est une illusion, c'est une fausse identité, mais qu'elle n'est que la projection d'une véritable identité qu'on appelle essence, qui est l'embryon de notre âme, qui a besoin de croître, de s'épanouir, de se développer, et que la rencontre de ces deux aspects peut produire, par le jeu de la loi de 3, ce qu'on appelle la conscience. Voici quelque chose qui m'est tout à fait personnel, mais comment la figure de droite représente ce qu'il était censé advenir, c'est-à-dire nous venons en tant qu'essence, nous sommes essence, mais pour interagir dans le monde extérieur, avec le monde extérieur, nous avons besoin de créer une personnalité, un masque, un rôle ou une succession de rôles selon les circonstances, ce qui est tout à fait normal, et la rencontre entre une essence active, pleinement éveillée, dans laquelle notre centre de gravité se situe, et une personnalité passive qui est au service de l'essence, quelque part au service de Dieu,
crée ce qu'on appelle la conscience. La conscience, pour moi, est le fruit de la rencontre entre une essence active et pleinement développée, qui est notre vrai centre de gravité, et une personnalité qui est perçue comme telle, comme un masque, comme un outil, comme une construction, mais dont nous avons besoin, qui est harmonisée et transfigurée par l'essence, et la rencontre des deux permet l'émergence de la conscience. L'impulsion, c'est la manière dont notre essence, qui ne peut pas agir dans le monde extérieur, s'adresse à notre personnalité par l'envoi d'une forme d'information, mais qui n'est pas une information, c'est plutôt une impulsion. Le problème, c'est que, oubliant cette essence que nous sommes, elle devient, figure de gauche, passive, la personnalité devient active, notre centre de gravité est dans la personnalité, notre conscience est dans la personnalité, complètement identifiée, l'essence est endormie, atrophiée, reléguée au plus profond de l'inconscient, et ça produit, cette rencontre entre une personnalité force active et une essence force passive, ne produit plus la conscience, mais produit ce qu'on appelle ego, le faux sens de soi, c'est-à-dire la perception, la croyance profonde et viscérale que la personnalité est ce que nous sommes la personnalité. Je distingue l'ego et la personnalité puisque l'ego est l'identification à la personnalité et il n'agit pas par impulsion mais par compulsion. Et ces compulsions sont très bien décrites par l'énéagramme des 9 types. Les contes de fées qui nous parlent beaucoup de cette loi de 3 et de cette loi de 7 parlent aussi de cette essence, notamment dans la figure des princesses endormies. Il y a beaucoup de contes dans lesquels une princesse est endormie d'un sommeil éternel, sauf si un prince, un valeureux chevalier, après de nombreuses épreuves et souvent avec l'aide d'un mentor, vient la réveiller. Et il ne la réveille pas en la secouant ou brusquement, il la réveille par un baiser. Donc là aussi, il y a un symbolisme très fort derrière cette manière dont nous pouvons reprendre contact avec cette essence après l'avoir éveillée, puisque l'essence est endormie d'un sommeil éternel si on ne la réveille pas, comme les princesses des contes de fées. Ces princesses, cette essence est reléguée au plus profond de l'inconscient, dans un aspect sombre de nous-mêmes, et dans certaines versions, comme la Belle au bois dormant, elle est entourée de ronces, c'est-à-dire qu'on peut se blesser en allant rechercher cette princesse pour la réveiller. La réveiller d'un doux baiser, mais toujours en ayant affronté la sorcière ou le dragon. Et tout ça, on va en parler. Ce sont des symboles qui sont en fait la représentation mythologique d'aspects qui sont réels en nous-mêmes. Le prince étant cette partie de nous qui répond à l'appel de la princesse, puisque la princesse, dans son sommeil, quelque part, elle envoie quand même une forme d'impulsion. Elle invite le prince à venir la réveiller. Elle ne peut pas se réveiller d'elle-même, elle a besoin de notre participation active et elle envoie une forme d'appel, une forme de message au prince qui peut l'entendre ou peut ne jamais l'entendre et se consacrer à sa vie extérieure, la vie mondaine. Après l'unité, tout est un, y compris en nous. Nous sommes destinés à l'unité, nous venons de l'unité et nous sommes destinés à revenir à l'unité. Le ternaire, la loi de 3. Le septénaire, ou la loi de 7. Nous allons aborder la 4e partie, les 3 centres dits inférieurs. Les enseignements traditionnels, nous dit M. Gurdjieff, représentent parfois l'être humain comme un attelage ou un fiacre, avec normalement des chevaux, une voiture et un cocher, et puis un ou des passagers dans la voiture. Le problème, c'est que le fiacre que nous sommes est complètement désorganisé. Le cocher ne parle pas, il n'entend même pas la voix du maître dans la voiture et il ne parle pas son langage. Les chevaux ne sont pas éduqués,
Ils ne sont pas soignés, ils sont mal nourris. Ils vont là où ils ont envie d'aller selon les circonstances. S'il y a un bruit à droite, ils partent à gauche. Si quelqu'un leur donne des sucreries à droite, ils changent de trajectoire. S'ils voient quelque chose qui les intéresse au loin, ils y vont. Et puis, ils ne sont peut-être même pas d'accord entre eux. La voiture n'est pas entretenue. Le cocher ne sait pas entretenir la voiture. La voiture roule sur des routes alors qu'elle est faite pour rouler sur des chemins, ce qui permet de huiler ces différents engrenages et de l'entretenir quelque part. À force de rouler sur une route très lisse, elle s'abîme, elle s'use, ses rouages ne sont pas huilés et elle se crispe. Dans un tel attelage, qui ne peut aller nulle part, le maître est parti. D'autant plus que le cocher a une tendance à s'endormir. Il a l'habitude de somnoler et il n'est quasiment jamais vraiment là. Au minimum, pour essayer de temps en temps d'orienter les chevaux par des coups de bâton ou des coups de fouet, parce que c'est tout ce qu'il sait faire. Il ne s'occupe pas de la voiture, il ne s'occupe pas des chevaux et il n'entend pas dans ce sommeil profond le maître dans la voiture. Le maître est parti, il n'est plus là. Et la voiture est à la merci de passagers clandestins, c'est-à-dire de personnes qui vont prendre le contrôle de la voiture et qui vont donner leurs ordres au cocher, si tant est qu'il peut les entendre, quand il peut les entendre. Ces passagers clandestins sont ces différents masques que nous revêtons en fonction des circonstances, ces différents moi qui nous constituent dans cette pluralité des moi, dans cette fragmentation du moi, dans plusieurs forces, plusieurs schémas parfois contradictoires, qui sont autant de personnages intérieurs, de moi, qui se prennent pour le je véritable. Le je, c'est le maître il est parti. Donc, la valse des moi peut continuer à l'infini. Donc, la force active, c'est le cocher. C'est lui qui normalement donne les instructions, notamment aux chevaux pour conduire la voiture. La voiture, c'est la force passive. Elle a besoin de l'impulsion des chevaux et de la direction du cocher, qui est censé obéir au maître. Les chevaux sont la force de conciliation. C'est bien ce qui relie le cocher et la voiture, qui permet au cocher de faire avancer la voiture. Ces trois éléments du fiacre représentent, et je vous laisse à peu près deviner de quoi il s'agit, ces trois parties de nous-mêmes, ces trois centres dits inférieurs. Les centres sont inhérents à l'essence. Nous possédons des sortes de centres de commande qui donnent des impulsions au niveau de ce qu'on appelle essence. Trois centres dits inférieurs, ceux sur lesquels nous pouvons agir et ceux avec lesquels nous agissons au quotidien. Premièrement, le centre instinctivo-moteur. Alors, on peut séparer le centre instinctif et le centre moteur, mais ils fonctionnent ensemble. Donc, on a tendance à les réunir dans ce terme instinctivo-moteur. Le centre émotionnel et le centre intellectuel. À chacun de ces centres sont associés ce qu'on appelle des fonctions qui siègent au niveau de la personnalité. Donc, nous avons une énorme partie d'apprentissage de toutes ces fonctions, notamment par imitation du monde extérieur, puis ensuite par acquisition, par nos propres efforts. Il y a une partie qui est complètement innée, c'est tout ce qui a trait à l'instinct. Le centre instinctif a pour correspondance la fonction instinctive qui est innée. Celle-ci, nous ne l'avons pas acquise, nous venons avec. C'est tout ce qui concerne le travail interne de l'organisme. Par exemple, la digestion. Je n'ai pas besoin d'apprendre, ni par mes efforts, ni par imitation, la digestion, la circulation du sang, etc. La construction des neurones, l'élagage synaptique qui détruit certains neurones pour en privilégier et en construire d'autres. Tout ça se fait de manière totalement naturelle, automatique et inconsciente. Je n'ai pas à l'apprendre et je n'ai pas de pouvoir dessus, puisque ça se passe à l'intérieur et c'est complètement inconscient. Retenez bien cette notion que l'instinct se manifeste de manière totalement automatique et inconsciente, sans que j'ai quoi que ce soit à faire, sans que je puisse agir dessus, sauf rares exceptions. À l'instinct correspond aussi ce qu'on appelle les sens neutres. Les sens
C'est-à-dire ma capacité, par exemple, je prends une tasse et je soupèse cette tasse. J'ai la sensation de son poids. C'est neutre, c'est ni agréable ni désagréable, c'est neutre. Je sors et je sens un petit peu d'air. Donc je sens sur mon visage ou sur mon corps la présence de l'air qui est légèrement frais ou légèrement tiède, qui n'est ni agréable ni désagréable. Ça appartient à l'instinct. Ça, je le sens de manière innée. À cette fonction instinctive correspond aussi ce qu'on appelle les émotions physiques. Ce sont les sensations qui sont agréables ou désagréables, réellement. C'est-à-dire, je mets la main sur une braise bien chaude, je ne m'en suis pas rendu compte, et d'un seul coup, ça me brûle. Donc, par réflexe, je vais enlever ma main du feu. Je n'aurai pas le temps de comprendre de quoi il s'agit, je vais enlever la main du feu. Il y a un verre posé à côté de moi, ça ressemble à de l'eau, je bois mécaniquement le verre, et en fait, c'est de l'eau de Javel. Je vais tout de suite ressentir une sensation, une émotion physique, une sensation extrêmement désagréable, et je vais cracher instinctivement, par réflexe, l'eau de Javel. Ce sont des exemples, vous pouvez en trouver plein d'autres. Et puis, les réflexes. Vous êtes chez le médecin, enfant, le médecin vous assied sur la table ou la chaise, il vous tape sur le genou et votre pied se lève tout seul. Vous n'avez rien décidé, vous ne pouvez même pas l'empêcher. C'est un réflexe. Donc, on appelle souvent à tort certains gestes réflexes. On me lance une balle et je l'attrape. Ce n'est pas un réflexe puisque c'est quelque chose que j'ai développé. Je l'ai appris, je l'ai acquis. Donc ça n'appartient pas au centre instinctif, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En revanche, vous marchez et puis d'un seul coup, vous voyez votre pied qui va marcher sur un serpent et d'un seul coup, vous vous mettez sur le côté sans même savoir comment vous avez fait, vous évitez le serpent. Ça, c'est un réflexe. Par contre, on vous envoie un objet, vous l'attrapez, ça n'est pas un réflexe. Au centre moteur correspond tout ce qui est acquis, tout le travail externe de l'organisme, non plus le travail interne, mais le travail externe. Et ce qu'on appelle les mémoires physiques, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les engrammes, puisque le corps capte et retient tout ce que j'ai vécu comme sensation, même comme émotion, puisque les émotions ont une contrepartie physique, il y a toujours une sensation, tout ça s'inscrit dans le corps et reste engrammé. Ça appartient à la fonction motrice et donc au centre moteur. Plus facilement, le centre émotionnel, pas besoin de développer, c'est tout ce qui a trait au sentiment et à l'émotion. Dans la quatrième voie, on utilise ce vocable de manière différente. Dans la psychologie, on a la propre définition de ce qu'est une émotion et un sentiment, mais en fait, on est toujours dans ce qu'on appelle émotion dans la quatrième voie. Par exemple, le sentiment de honte, le sentiment d'injustice, le sentiment d'anxiété. Or, le sentiment dans la quatrième voie est lié à autre chose. Mais là, on utilise le jargon de la psychologie puisqu'on parle du centre émotionnel. Il faut savoir que les émotions que nous sommes habitués à vivre ne sont pas les émotions prévues pour notre centre émotionnel. Si l'attelage fonctionnait bien, si les chevaux étaient correctement nourris, soignés, si la voiture était entretenue et si le cocher était bien réveillé et faisait son travail correctement, nous ne ressentirions pas ces émotions parasites, ces émotions très désagréables. C'est une conséquence néfaste de ce déséquilibre des centres. Enfin, le centre intellectuel, qui est lié à tous les processus mentaux, correspond à cette fonction de perception des impressions. Je perçois par mes sens physiques un son, une odeur, c'est perçu par le centre intellectuel. Il y a un aspect qui passe par le cerveau, on pourrait dire. La formation de représentation. Je suis capable de me représenter quelque chose, d'avoir une forme d'abstraction, de former des concepts, de raisonner, de comparer les choses entre elles, d'affirmer quelque chose ou de nier quelque chose. La capacité de formation des mots avant de les prononcer par la bouche, qui est en fait liée au centre moteur, c'est le mouvement des cordes vocales de la langue et de la bouche qui va produire des sons. J'ai d'abord besoin de former ces mots dans mon centre intellectuel, par la fonction intellectuelle. La parole non pas prononcée, mais la parole dans sa gestation dans mon esprit. L'imagination.
Tout ça, ce sont des capacités de mon centre intellectuel, de ma fonction intellectuelle. Et ça, en fait, c'est très très important à comprendre dans le cadre d'un travail intérieur, puisque le travail intérieur va se centrer sur les fonctions, sur l'observation et la prise de conscience de mes fonctions, sur la mise en conscience de mes fonctions et sur le retour des fonctions vers l'intérieur, vers elles-mêmes quelque part. C'est pourquoi j'insiste un peu dessus, c'est très important. Vous l'avez compris, dans cette allégorie du fiacre, la voiture représente le centre moteur. On pourrait aussi ajouter le centre instinctivo-moteur, le centre du mouvement. Les chevaux représentent le centre émotionnel, le centre du ressenti. Et le cocher représente le centre intellectuel avec toutes ses fonctions, et notamment une fonction importante parmi toutes les fonctions, la capacité d'attention. Et ça, on va y venir dans la conclusion, l'importance de l'attention sur un travail d'ordre intérieur, sur un travail spirituel. Mais déjà, on peut l'appréhender puisque on a dit que le cocher dormait. Le cocher qui représente le centre intellectuel, la fonction intellectuelle, dort. C'est-à-dire que son attention n'est pas ici et maintenant. Elle est dans une forme de sommeil, dans une forme d'hypnose. Il n'est pas vraiment là. N'étant pas vraiment là, il est incapable de remplir son rôle. Et cela a des répercussions très importantes et très graves sur les autres centres. Donc, l'un des premiers efforts que nous devons faire avant de pouvoir agir sur les centres, c'est de réveiller le cocher. C'est de réveiller notre attention assoupie. Notre attention est à son strict minimum. Elle est suffisante pour fonctionner dans le monde extérieur et pour vivre notre vie et bâtir une famille, bâtir une entreprise, diriger un pays, écrire une encyclopédie. Nous n'avons pas besoin de plus d'attention pour tout ça, quelle que soit la grandeur de nos réalisations mondaines. En revanche, pour un travail intérieur, elle est vraiment insuffisante, très largement insuffisante. Donc, l'important, c'est d'abord de réveiller le cocher. C'est un travail sur l'attention et nous y reviendrons. Tout à l'heure, nous avons abordé rapidement les 9 types de fixation de l'ego, comment l'ego est fixé dans un comportement compulsif qui nous maintient identifiés à notre personnalité et qui nous coupe de l'essence. L'essence étant ce visage originel, ce que nous sommes peut-être de toute éternité. L'essence se projette en fonction de sa fixation, de sa passion et de sa compulsion prioritaire à la périphérie du cercle dans une vision extrêmement restreinte de la réalité. Restreinte et masquée par des voiles, par des projections, des représentations, des attentes, des peurs, des espoirs. La réalité est non seulement perçue de manière fragmentaire, mais entièrement colorée par des voiles qui nous sont quelque part qui sont superposés entre nous et la réalité et qui nous amènent à avoir une vision complètement subjective et déformée de la réalité. Les énéatypes ne font que décrire des fonctionnements aberrants de notre personnalité parce que nous sommes coupés de cette essence. L'énéatype, ce n'est pas ce que nous sommes, c'est notre fonctionnement et notre fonctionnement plus ou moins aberré, plus ou moins rigide, plus ou moins déséquilibré. Et l'énéagramme est en fait une invitation à prendre conscience de ce fonctionnement, plutôt de ce dysfonctionnement, pour revenir à ce que nous sommes réellement, à cette essence, à l'ego réel, et ne plus être identifié à ce moi usurpateur, à cet ego usurpateur. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces 9 types, comment ils sont l'application de la loi de 3 centres, un centre qui est dominant, qui de manière fractale se divise en 3 modalités d'expression de ce centre dominant, donc 3 centres fois 3 modalités, 9 types. Ça, vous pouvez aller voir dans la section réservée aux membres et l'initiation complète, c'est expliqué en long, en large et en travers. Là, on va plutôt se centrer sur l'énéagramme comme chemin d'éveil et non pas comme
compréhension de ces 9 types et de nos dysfonctionnements, parce que ça ne représente que des dysfonctionnements. Et le vrai fonctionnement harmonieux n'est possible que si le maître intérieur est revenu, le maître de l'attelage. Le cocher, s'il est réveillé, s'il fait vraiment son travail, s'il a acquis les compétences nécessaires, les chevaux, s'ils sont soignés, entretenus et bien dirigés avec rigueur et miséricorde par le cocher, et si la voiture est bien entretenue, le maître peut revenir à l'intérieur. Le maître, quelque part, c'est l'essence. Et l'essence qui rayonne va informer les centres, va informer la personnalité et ses fonctions et va réharmoniser la personnalité. Ce n'est pas l'objectif principal, cette réharmonisation. L'objectif, c'est le retour à l'essence. L'harmonisation de la personnalité et de ses fonctions n'est qu'une conséquence de ce réveil et de cet épanouissement de l'essence en moi, de ma réidentification complète et totale avec l'essence que je suis. Alors nous pouvons revenir à ce schéma que j'ai montré tout à l'heure. L'essence qui était endormie, la princesse endormie est réveillée, ce qui va sonner quelque part à la dissolution de l'ego, en tout cas la déliquescence de cette force d'identification à ma personnalité, la déliquescence de cette compulsion primaire qui prend toute la place dans mon fonctionnement, et progressivement l'accès à la conscience et la guidance intérieure de l'essence pleinement développée, pleinement active, pleinement réveillée, qui agit par impulsion, qui me guide par les impulsions qu'elle envoie à la personnalité. Ça, c'est dans un premier temps, puisque progressivement, au fur et à mesure où la conscience croît, l'essence et la personnalité vont de plus en plus fusionner pour créer une véritable individualité. C'est pourquoi, de mon côté, je rejette cette notion qu'il n'existe aucune individualité, qu'il n'y a pas d'individu. C'est une possibilité, c'est la différence entre les voies de la transcendance et les voies de la transformation. C'est une possibilité, mais on ne peut pas nier l'autre possibilité, l'individualisation. Pour, quelque part, la pérennité de la conscience et la continuation de son évolution après l'existence physique. Il y a un point qui est fondamental, et dans la loi de 3, j'insiste beaucoup sur la loi de 3 et sur les 3 centres parce que c'est crucial. C'est la compréhension de la différence entre l'essence et la personnalité, de l'importance du réveil de l'essence et du fonctionnement de ma personnalité à partir des 3 centres complètement déséquilibrés, c'est la base pour comprendre les clés de cette transformation intérieure dont il est question. J'ai déjà abordé cet aspect fractal. 3 grands types d'individus dans l'humanité, ceux qui ont un centre instinctivo-moteur trop développé et les autres centres atrophiés, pour simplifier, ceux qui ont le centre émotionnel surdéveloppé et ceux qui ont le centre intellectuel ou mental surdéveloppé, au détriment des autres. Dans l'un, c'est le cocher qui domine, chez l'autre, ce sont les chevaux, chez le troisième, c'est la voiture et ses instincts. C'est le corps et ses instincts. Donc, à l'intérieur de ces 3 grands groupes, 3 modalités d'expression de ce fonctionnement, une modalité active, une modalité passive, une modalité neutre. On va quand même juste aborder ça très rapidement. À chaque centre correspond une émotion qui est déjà une déviation de l'émotion originelle, de l'énergie originelle, à cause de ce déséquilibre. La colère correspond au centre instinctivo-moteur et c'est la déviation de l'énergie d'affirmation, de projection et de création dans le monde. Au centre émotionnel correspond le besoin d'appartenance à un groupe et donc l'émotion de tristesse lorsque je suis exclu de ce groupe ou de honte lorsque j'ai mal agi dans ce groupe, qui est déjà une déviation de ce qu'on pourrait appeler la considération extérieure. Et au centre mental, intellectuel, correspond l'émotion de peur et le sentiment d'anxiété. Je parlais du sentiment d'injustice aussi pour le centre instinctivo-moteur. Et nous avons 3 manières de matérialiser cette problématique avec la colère, la honte ou la peur. Une manière
dans laquelle j'extériorise la colère, par exemple, une manière dans laquelle j'intériorise la colère et une manière dans laquelle je neutralise la colère. Même chose pour les autres. À partir de là, par exemple, le type 8 qui est l'extériorisation de la colère, il a lui aussi de manière fractale 3 modalités de comportement dans le monde. C'est ce qu'on appelle les sous-types. Chacun de ces énéatypes a 3 modalités, ce qui nous donne 27 sous-types. Monsieur Gurdjieff avait dit « Les personnalités sont au nombre de 27 ». Donc, 3 grands types selon le centre dominant, hypertrophié, puis 3 modalités d'expression de l'émotion de base, donc 9 types, puis 3 modalités de comportement dans le monde, avec le monde extérieur, 27 sous-types. Là, on pourrait presque plus parler de 27 types de personnalités, pour reprendre les mots de M. Gurdjieff. Là, je ne vais pas développer. J'ai fait une vidéo, je vous renvoie vers cette vidéo sur les sous-types et en quoi ça sert, et en quoi ça peut être une aide extraordinaire pour ce travail intérieur. Simplement, c'est pour vous montrer l'aspect fractal de la loi de 3, de tout en fait. Mais là, on parle surtout de la loi de 3. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on retrouve ça dans la notion des centres, avec ce que j'appelle les sous-centres. Ça, c'est moi qui l'utilise comme ça, mais en fait, ce sont des sous-parties. C'est-à-dire que chaque centre, moteur, émotionnel, intellectuel, on va simplifier avec le centre moteur, mais rappelez-vous que c'est instinctivo-moteur. Chaque centre est constitué de 3 parties. Une partie motrice ou instinctivo-motrice, une partie émotionnelle, une partie intellectuelle. Ça veut dire que le centre moteur, il a une partie motrice ou mécanique, proprement dite, une partie émotionnelle et une partie intellectuelle. Souvenez-vous, nous avons parlé des émotions physiques, c'est-à-dire les sensations agréables ou désagréables liées à la survie. Pas forcément quelque chose que vous avez appris à considérer comme désagréable, parce que ça vous renvoie à votre histoire ou à vos jugements, etc. Non, quelque chose qui est fondamentalement désagréable. Vous êtes dans une pièce où il n'y a plus d'oxygène, vous manquez d'air, c'est une sensation extrêmement désagréable et vous avez besoin de vous échapper de cette pièce pour survivre. Vous êtes assis sur des braises, vous n'avez pas vu, ça vous brûle le postérieur, vous avez le réflexe de vous lever pour ne pas nuire trop à l'intégrité de votre corps physique, etc. Vous êtes dans une pièce où il fait extrêmement froid, vous n'avez pas de quoi vous couvrir, vous risquez l'hypothermie, c'est une sensation désagréable. Parce que la survie de l'organisme est en jeu. L'instinct est lié à la survie de l'organisme. C'est son rôle principal. Le problème est qu'il est sorti de son rôle principal pour se mêler des autres centres et des autres fonctions. Le centre émotionnel a une partie motrice ou mécanique, une partie émotionnelle, une partie intellectuelle, et pareil pour le centre intellectuel. Ce mouvement associatif, compulsif, mécanique des pensées est bien lié à sa partie motrice ou mécanique. Je vous renvoie à la vidéo qui fait la synthèse de toutes les autres vidéos sur l'approche de M. Ouspensky, sur son livre « L'homme et son évolution possible », si vous voulez approfondir tout ça. Donc, retenez bien cet aspect fractal et ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'instinct agit de manière inconsciente, sans conscience, sans que j'ai mon mot à dire, sans volonté. Et là, on fera le lien tout à l'heure avec cette notion des sous-parties des centres et ce que j'ai expliqué avec la conscience ou l'inconscience et la volonté ou la mécanicité, quelque chose qui se fait sans ma volonté, même si je n'en ai pas envie. On va parler maintenant de la loi de 7, puisque je l'ai volontairement laissé de côté. C'est un peu plus compliqué, donc je vais l'aborder rapidement avant de voir son application dans l'être humain, en l'être humain, avec les 7 centres et surtout les 7 niveaux d'évolution. La loi de 7 est représentée notamment sur le mouvement intérieur, interne de l'énéagramme, la figure interne qui relie les points 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. C'est le mouvement permanent qui jamais ne s'arrête. Le mouvement perpétuel, le perpétuum mobile des anciens, c'est représenté ici par cette figure interne qui part du 1,
4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7 à l'infini. Pourquoi est-ce que c'est lié à la loi de 7? Je vous renvoie vers la formation dans l'espace membre parce que c'est très complexe et on va vraiment juste survoler. Mais tout chiffre divisé par 7, évidemment hormis les multiples de 7, tout chiffre divisé par 7 donne toujours la même séquence, toujours dans le même ordre et toujours à l'infini. Simplement, tantôt on commence par un des chiffres, tantôt on commence par un autre. 1 divisé par 7, ça nous donne 0,1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7 à l'infini. 2 divisé par 7, ça nous donne 0,2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7 à l'infini, etc. 3 divisé par 7, 0,4, 2, 8, 5, 7, 1 à l'infini. 4 divisé par 7, 0,5, 7, 1, 4, 2, 8, etc. à l'infini, etc. 7 divisé par 7, ça donne 1, ou bien, selon un certain débat mathématique, 0,999999 à l'infini, qui tend vers 1. C'est intéressant par rapport à la loi de 3 et au triangle 3, 6, 9. Mais on ne va pas entrer dans le détail. C'est dans mes livres ou dans la section réservée aux membres. Et donc, ce mouvement 0, enfin cette séquence 0,1, 4, 2, 8, 5, 7 à l'infini lorsqu'on divise un chiffre par 7, sauf les multiples de 7, c'est bien ce qu'on retrouve sur la figure de l'énéagramme 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7 à l'infini. Je vous laisse méditer dessus, on ne va pas approfondir. Simplement, on peut voir aussi la loi de 7 dans la loi d'octave, si on voit l'énéagramme comme le déroulement d'une octave, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça, on considère que tout est vibration dans l'univers, n'importe quoi, tout est vibration, et que les vibrations ne sont pas continues. Elles suivent un processus en 7 étapes, matérialisé par les 7 notes de la gamme musicale, mais ces vibrations ne sont pas continues, elles connaissent des moments de ralentissement, matérialisés par l'énéagramme par ce qu'on appelle ces intervalles. Intervalle entre Mi et Fa, et intervalle matérialisé sur l'énéagramme entre Sol et La. C'est-à-dire des moments où la vibration, elle, ralentit. Ça, on peut le calculer dans la gamme pythagoricienne, voir la section membre, je ne vais pas le faire, mais il y a bien une différence de rapport entre Mi et Fa par rapport à la différence entre Do et Ré, le rapport, et Ré et Mi. Il y a bien un ralentissement de la vibration au niveau calculé en termes de fréquence. Il y a des octaves ascendantes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et des octaves descendantes ou involutives, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Ces ralentissements sont matérialisés dans la gamme pythagoricienne, et on le voit très bien sur les touches d'un piano. Entre Mi et Fa, il manque une touche noire. Matérialisant ainsi l'intervalle, il n'y a pas de demi-ton qui permet de passer de Mi à Fa. Ou plutôt, il n'y a qu'un demi-ton entre Mi et Fa, ce qui fait qu'il n'y a pas de touche intermédiaire, et pareil entre Si et Do. Cela s'entend dans la gamme musicale, si vous jouez la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, la gamme de Do, et cela se matérialise sur le piano. C'est la base de la musique sur la gamme pythagoricienne. Juste à titre indicatif, la création elle-même obéit à la loi de 3, comme je l'ai dit, et à la loi de 7, c'est-à-dire que notre rayon de création, c'est-à-dire qu'on peut voir la création comme un ensemble de rayons qui part dans tous les sens, nous sommes sur l'un de ces rayons. Donc si on regarde la création par rapport à nous, notre système solaire, notre planète, notre existence en tant qu'être humain, on part de l'absolu, de Dieu on pourrait dire, le tout, vers l'absolu ou le rien, le néant. Et on passe par 7 étapes de Do à Do de l'octave inférieure. Et entre Do et Si, il y a
un intervalle, donc il y a besoin d'un choc pour combler l'intervalle, et entre Fa et Mi, il y a un intervalle, et c'est justement entre le système solaire dans lequel nous évoluons et notre planète qu'il y a besoin d'un choc pour combler l'intervalle, et quelque part, nous sommes intrinsèquement liés à cet intervalle et à ce choc. Notre existence en tant qu'être humain est liée à cet intervalle. C'est pourquoi si on veut savoir comment sortir de la matrice, en quoi notre rôle est de servir quelque part de choc, d'éléments intermédiaires, de nourriture au cosmos, comme disaient les Grecs anciens, l'homme est le bétail des dieux. Si nous avons compris, ce n'est pas le sujet de la conférence, que nous sommes là pour ça, mais que nous avons une possibilité, nous sommes conçus pour nourrir cette matrice, mais que nous avons la possibilité de sortir de cette matrice, nous avons besoin de connaître notre place dans l'univers, notre place et notre rôle dans le rayon de création pour comprendre comment nous pouvons sortir de cette matrice. Qui n'est pas vu ici de façon anthropomorphique comme quelque chose qui veut notre mal, mais comme nous percevons en tant qu'un simple rouage dans un système. Ça n'est pas contre nous, mais ça n'est pas non plus en notre faveur. Donc, comme ça n'est pas spécifiquement contre nous, dans la cosmogonie de M. Gurdjieff, nous avons la possibilité de sortir. Nous avons une chance de sortir de cet état de fait, de cette existence comme organe de réception d'énergie et de redistribution d'énergie pour le cosmos. Nous avons la possibilité de garder un petit peu de cette énergie pour notre propre évolution intérieure. C'est ce que nous verrons dans la conclusion. Cette loi de 7, on la retrouve aussi beaucoup dans les contes de fées, les 7 nains, les bottes de 7 lieues, on les retrouve dans les 7 jours de la semaine, les 7 planètes du système traditionnel, etc. Pourquoi elle est importante pour nous, hormis le fait de comprendre le rayon de création et notre place et notre rôle dans l'univers et comment nous pouvons nous extraire de cela? Eh bien parce que nous sommes constitués de 7 centres. 7 centres dont font partie les 3 centres dits inférieurs. En dessous de ces 3 centres, on a le centre sexuel, qui est la source de toute la vie et qui est vraiment le moteur de l'existence, qui permet la production de l'énergie sexuelle. Au sommet, nous avons le centre intellectuel supérieur, qui est lié au centre sexuel, parce que l'énergie du centre sexuel, si elle est raffinée et transmutée, peut venir nourrir le centre intellectuel supérieur. Donc ces deux extrêmes sont liés. C'est ce que Ishazo nommait le pôle sexuel et le pôle spirituel. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il nommait, c'est lié à ce qu'il nommait pôle sexuel, pôle spirituel. Oscar Ishazo, qui est le père fondateur de l'énéagramme des 9 types, dans sa vision moderne de l'énéagramme. M. Gurdjieff ayant apporté une vision plus profonde, plus alchimique, plus intérieure et plus traditionnelle de l'énéagramme. Le centre instinctif, qui est différent du centre moteur, bien qu'ils travaillent toujours ensemble. Le centre émotionnel, le centre intellectuel, le centre émotionnel supérieur et le centre intellectuel supérieur. Je ne vais pas trop entrer dans le détail, mais l'objectif de ce travail est d'abord de nous donner l'accès au centre supérieur. Je n'ai pas accès au centre supérieur parce que mes centres inférieurs sont déséquilibrés, désordonnés. Ils travaillent n'importe comment. Ils se mettent des bâtons dans les roues les uns les autres. Ils travaillent les uns les autres avec les énergies qui sont destinées aux autres. Donc il y a comme un blocage dans la montée de cette énergie et je n'ai pas accès à ces centres qui sont pourtant complètement développés. Ils n'ont pas besoin d'être développés. Quelque part, ils sont en lien direct avec les sens, mais je n'y ai pas accès. Pour y avoir accès, je dois harmoniser, réharmoniser et développer de manière harmonieuse ces 3 centres dits inférieurs. C'est pourquoi ces 3 centres sont dits inférieurs, parce qu'ils ne sont pas supérieurs par rapport au centre émotionnel et intellectuel supérieur, mais ils sont une clé pour me donner accès au centre supérieur. Le centre émotionnel supérieur est lié à ce que j'ai appelé tout à l'heure le véritable sentiment. Dans mon fonctionnement émotionnel ordinaire, j'éprouve des émotions
Et encore, ce ne sont pas les émotions fines que je pourrais ressentir et expérimenter si mes centres fonctionnaient harmonieusement, mais c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus profond qui vient du monde de l'essence, qui vient du monde de l'unité, qui n'a pas d'opposé, qui ne connaît pas la dualité. Et c'est ce qu'on appelle le sentiment, et il est lié à l'émergence ou à la conscience que je peux avoir du centre émotionnel supérieur, siège du sentiment véritable, la paix, la joie véritable, la sérénité, l'équanimité, toutes les vertus décrites par l'énéagramme et bien plus. Enfin, le centre intellectuel supérieur, beaucoup moins facilement accessible que le centre émotionnel supérieur, siège de ce qu'on appelle les idées sacrées, siège des perceptions supérieures et d'une vision objective et totale de la réalité telle qu'elle est. Donc là, on a déjà une idée de ce que c'est que ce travail intérieur, c'est-à-dire centre sexuel et instinctif, on ne peut pas vraiment agir, mais l'harmonisation des centres inférieurs va me permettre une meilleure manifestation de ces centres et un fonctionnement correct de ces centres, puisqu'ils sont souvent mêlés et leur énergie est utilisée et mélangée à l'énergie des centres inférieurs. Et l'organisation, le développement harmonieux des centres et la construction ou le rétablissement des liaisons entre ces centres pour un fonctionnement harmonieux va permettre le contact et l'utilisation des centres supérieurs. Donc on a une idée de ce que ça veut dire évoluer sur le référentiel de la quatrième voie. Et on en vient aux 7 niveaux d'évolution d'un homme ou d'une femme. On parle d'homme au sens neutre, au sens de humain. Donc, il existe 7 catégories d'êtres humains. Les 3 premières catégories sont situées sur un même niveau en termes d'évolution. C'est-à-dire, c'est lié à tout à l'heure ce qu'on a vu, les 3 catégories d'êtres humains selon la dominance, la prédominance et l'hypertrophie d'un centre au détriment des autres, le centre de l'instinct, les hommes numéro 1, le centre du ressenti, les hommes numéro 2, le centre de la pensée, les hommes numéro 3. Puisque l'homme numéro 1 est celui chez qui domine le centre instinctivo-moteur, on pourrait l'appeler l'homme instinctivo-moteur. L'homme numéro 2 est celui chez qui domine le centre émotionnel, homme émotionnel. L'homme numéro 3 est celui chez qui domine le centre intellectuel, on pourrait l'appeler homme mental. Donc là, il n'y a pas vraiment de différence de niveau. On est tous au même niveau, c'est tous un dysfonctionnement. L'homme numéro 4 est la clé, c'est le pont entre les hommes numéro 1, 2, 3 et les hommes évolués, les hommes et les femmes évolués, conscients, éveillés. L'homme numéro 4, c'est le chaînon manquant. Comment passer de mon fonctionnement ordinaire, qui est un dysfonctionnement, qui est un fonctionnement complètement inconscient et automatique, à un fonctionnement réel à partir de l'être que je suis, à partir de la conscience, c'est en passant par l'équilibre, le rééquilibrage des 3 centres. C'est la première étape, c'est la première clé dans ce travail intérieur. L'homme numéro 5, c'est celui qui a accès à un moi permanent. Il n'est plus multiple, il n'est plus l'objet de ces différents schémas automatiques. Il y a quelque chose qui commence à se constituer en lui, un vrai centre de gravité qui commence à diriger sa vie et ses actions. Et il a accès de manière de plus en plus pleine au centre émotionnel supérieur, grâce à l'équilibrage des centres inférieurs. Il a accès aux sentiments, et notamment au sentiment de lui-même, à la conscience de soi. L'homme numéro 6, c'est ce que j'appellerais l'homme éveillé, qui a accès de manière de plus en plus totale et complète et durable au centre intellectuel supérieur. Donc, il a accès aux sentiments comme l'homme numéro 5, mais il a aussi une vision objective de la réalité, plus que l'homme numéro 5, qui a encore une forme de subjectivité par rapport à sa perception du monde extérieur. Pas forcément par rapport à lui, qui il est, ce qu'il est, comment il fonctionne et pourquoi il fonctionne comme ça, mais par rapport au monde extérieur, il y a encore des traces, des grandes traces de subjectivité. L'homme éveillé a une conscience
objective de la réalité, une perception objective. Simplement, ça peut encore lui être enlevé. Ça n'est pas définitif, ça n'est pas, comme dirait M. Gurdjieff, cristallisé. Je peux perdre. L'homme numéro 7 est celui qui a complètement parachevé cette évolution et qui ne peut plus faire marche arrière. Voilà très succinctement ces 7 niveaux d'évolution. On peut faire le lien avec les 3 humanités chez les gnostiques. Les iliques, qui sont des hommes numéro 1, 2, 3, mais qui n'ont pas forcément la possibilité de devenir des hommes numéro 4 et plus. Les psychiques, qui sont ceux qui ont la possibilité de devenir des hommes numéro 4 et 5, 6 et 7. Et les pneumatiques, qui sont déjà des êtres réalisés. On retrouve cette compréhension ternaire de l'humanité verticale. Donc, quand on parle des énéatypes et des 3 centres, c'est une division horizontale. Les hommes numéro 1, 2, 3 n'ont pas de verticalité. Et l'évolution est verticale. Et là, on retrouve dans toutes les traditions, je vous renvoie vers la vidéo Les 3 humanités, toutes les traditions, les épicuriens, les bouddhistes, les stoïciens, tout le monde, on a toujours compris qu'il y avait 3 grands niveaux d'évolution au sein de l'humanité et que l'objectif de la vie humaine incarnée était de parachever cette évolution intérieure. L'objectif de cette évolution intérieure, c'est l'accès à la conscience. L'évolution de l'homme, c'est, me disait M. Gurdjieff, l'évolution de sa conscience. Et la conscience est étroitement liée à l'attention. La conscience émerge quand l'essence est redevenue active, pas simplement la force active en termes symboliques, mais active, une essence qui est réveillée, éveillée et qui s'épanouit de plus en plus et qui prend de plus en plus de place, qui se développe jusqu'à ce que ma conscience ordinaire bascule de ma personnalité pour laquelle je me prends vers l'essence et c'est le retour à la maison. Je réintègre ce que je suis, qui je suis en profondeur et je prends conscience métaphysiquement de je suis et la personnalité retrouve sa place et sa fonction normale, passive, au service de l'essence. Et là, c'est l'émergence de la conscience. Donc, puisque la conscience est la force intermédiaire entre l'essence et la personnalité, si mon essence est endormie et que ma force active, c'est la personnalité, comment je peux inverser la polarité? C'est par un travail sur la conscience, et notamment sur ce qu'on appelle la conscience de soi, ce que M. Gurdjieff nommait rappel de soi, rappel à soi-même. La clé du retour à l'essence et à un fonctionnement normal et harmonieux de l'être humain, c'est par la conscience, puisque la conscience est la force intermédiaire entre l'essence et la personnalité. Tout comme un couple qui parfois dysfonctionne, et si un enfant émerge, ça peut définitivement détruire le couple, ou alors ça peut renforcer le couple autour de l'enfant et remettre vraiment chacun à sa place. Et donc, d'une certaine manière, on peut voir l'objectif de cette quête intérieure comme pouvoir fonctionner harmonieusement dans le monde et dans notre vie intérieure et extérieure, c'est-à-dire à partir de notre essence. Donc sur le monde intérieur, c'est la figure de droite. Nous pouvons dire que l'essence et la force active dans le monde intérieur, c'est elle qui est pleinement éveillée, c'est elle qui est le centre de gravité de ma conscience, et la personnalité est passive, elle obéit à mon essence, ce qui produit la conscience. Mais dans le monde extérieur, l'essence ne peut pas faire, elle ne peut pas agir, elle rayonne, elle informe, elle guide, mais elle ne peut pas agir, elle a besoin de la personnalité. Donc, dans le monde intérieur, l'essence est active. Dans le monde extérieur, elle est passive et c'est la personnalité qui agit. Mais elle agit parce que dans le monde intérieur, l'essence est active et envoie sa guidance, son impulsion à la personnalité. Elle est celle qui insuffle à la personnalité son action dans le monde et à partir de là, je peux cheminer vers mon destin.
Je n'ai un chemin de vie que lorsque mon essence est active et informe ma personnalité. Avant ça, je suis ballotté par les schémas, les compulsions, les peurs, les attentes, les projections, les représentations que j'ai sur le monde. Donc, comment faire pour sortir de la matrice? Qu'est-ce que le dragon et en quoi il est lié à ce qu'on appelle les peurs originelles? Et qu'est-ce que signifie apprivoiser le dragon et embrasser le crapaud, comme dans certains contes de fées où le crapaud est en fait un prince charmant déguisé à qui on a jeté un sortilège? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo, dans la section réservée aux membres. Et nous verrons que c'est lié à ce qu'on appelle les 3 sortes d'influence et que nous avons besoin d'une certaine influence qu'on appelle l'influence C pour pouvoir entrer réellement dans ce travail de transformation intérieure. C'est lié à la compréhension de la loi de 3 et de la loi de 7, notamment des intervalles à combler par ce qu'on appelle des chocs additionnels, des chocs conscients, que c'est bien lié à un travail de conscience de soi qui mène à la conscience objective, qui nous aide à sortir du sommeil dans lequel nous sommes, comme dans le film Matrix, dans lequel les êtres humains sont endormis et rêvent qu'ils vivent et on voit leur énergie absorbée par les machines. Ils servent à nourrir les machines. Que ce travail de conscience est bien lié à l'attention, mais à une attention bien comprise et comment comprendre que les modalités que j'utilise habituellement pour ma vie ordinaire de l'attention ne sont pas suffisantes pour mon travail intérieur et qu'il faut une autre qualité d'attention, que j'ai besoin de cultiver cette qualité d'attention. Et enfin, que la manière dont je fonctionne, donc mes actions, mes émotions, mes croyances, mes pensées, mes perceptions, sont étroitement dépendantes de l'état de conscience dans lequel je me trouve et donc de la qualité de mon attention. Je vous donne rendez-vous dans la section membres à partir de l'accès privilégié pour approfondir et aborder les clés de cette transformation intérieure.